L'arrivée de la 5G, le développement du cloud public, la multiplication des objets connectés et des systèmes cyberphysiques bouleversent l'équation traditionnelle de la cybersécurité. La cybersécurité doit maintenant se démocratiser et atteindre les utilisateurs finaux, les objets et les systèmes grand public. Pour cela, elle doit être intégrée de façon native à tous les équipements et être activée par défaut, ce qui implique d'établir des normes et des standards clairs et partagés. C'est l'objectif du Cyber Resilience Act, annoncé en septembre 2021 par Ursula von der Leyen, qui doit doter l'Europe de normes communes de cybersécurité. Que comprendra ce texte? Comment assurer la cybersécurité tout au long du cycle de vie des équipements? Quel rôle et responsabilités pour les utilisateurs, pour les éditeurs logiciels et fabricants? Où en sont les différents schémas de certification lancés dans le cadre du Cyberacte de 2019? Comment imposer la cybersécurité sans entraver la transformation numérique et l'innovation? À travers ces différentes initiatives, c'est la résilience de nos sociétés à l'ère numérique qui est en jeu. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue au FIC, au Grand Palais de Lille, et bienvenue pour cette plénière thématique intitulée Pour une résilience collective et une Europe plus sûre. Je m'appelle Adrien Logier-Vert et j'ai le plaisir d'être avec vous pour animer cette plénière. Que vous soyez ici avec nous, je vous remercie, au Grand Palais de Lille, ou que vous soyez connectés sur Internet pour suivre en direct sur la chaîne YouTube, InCyber, ou sur l'appli FIC. Vous avez la traduction simultanée disponible avec des casques qui sont à votre disposition à l'entrée. Vous pouvez également réagir et commenter sur le hashtag Twitter FIC 2022. Et nous aurons, pendant cette plénière, aussi le plaisir d'avoir notre dessinateur Gilles Rapaport, qui vous salue et qui commentera les propos qui sont échangés. Nous allons commencer ce matin et j'ai le plaisir d'accueillir Alex Berger, qui est un grand producteur et qui notamment a produit Le Bureau des légendes et qui va nous parler ce matin du rayonnement de la cybersécurité et du parallèle entre le monde du divertissement et celui de la cybersécurité. Je vous demande d'accueillir Alex Berger. Merci Adrien, bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux de chez vous, de la cybersécurité. Je suis très heureux d'être là en tant que saltimbanque, donc quelqu'un qui ne fait pas vraiment partie de votre milieu à proprement parler. Néanmoins, je fais pas mal de choses dans le domaine. Donc on a déjà été hacké sur notre device. Dommage. En deux mots, welcome to Siberia, donc bienvenue à la Sibérie. Je vais vous parler, comme Adrien vient de le dire, de quelques aspects qui sont extrêmement corollaires entre votre vie, votre milieu, ce qui est en train de se passer, le changement de paradigme qui est en train de s'opérer en ce moment dans la cybersécurité, et ce que je vis depuis 40 ans dans le domaine des médias et des profonds changement de paradigme que nous avons vécu, et vous verrez s'il y a des parallèles à faire. D'abord, moi, voilà, je suis le fils d'un informaticien, un homme qui faisait des mathématiques appliquées à GE et à la NASA, mon papa. Et mon papa m'emmenait, quand j'étais jeune, dans le labo de GE pour comprendre ce que c'était, un peu quelques langages, et ça m'a intrigué d'apprendre une autre langue, un autre milieu, etc. Et puis, plus tard, j'étais intéressé, j'étais dans une fac à Philadelphie, je devais appeler mes parents tous les dimanches, donc c'était très cher, donc j'ai appris à hacker le système AT&T pour envoyer, pour parler à mes parents sur les lignes fixes. Et donc voilà, c'était un peu mon plongeon dans ce milieu. Aujourd'hui, mes engagements, c'est auprès de l'ANSSI. Mes équipes et moi faisons pas mal de choses. Vous allez en voir un extrait tout à l'heure.
Nous sommes, et je suis proche du campus cyber, qui est pour moi la vitrine, en tout cas de communication à venir en France. L'Agora 41, qui est un think tank français émanant de l'ANSSI, avec vraiment beaucoup de questions sur énormément de choses dans le cyber. Et puis, je suis colonel de l'armée de l'air et de l'espace. Et donc, ça me permet, dans ces mondes-là, en plus des médias, de comprendre un peu des langages, des univers, des cultures différents et surtout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et moi, j'ai vécu dans ma vie des changements de paradigme assez radicaux. Le premier, c'était quand j'ai commencé. J'ai commencé dans une toute petite chaîne de télé qui s'appelait Télé Monte Carlo, qui appartenait à la Principauté à l'époque. Et ce que j'ai appris dans ce changement-là, il n'était pas régulé. Et donc, on faisait un peu ce qu'on voulait, entre guillemets, mais on n'avait pas d'argent. Donc, il fallait être extrêmement créatif, extrêmement débrouillard. On a hacké un appareil Atari pour faire un jeu online avec des téléphones. Au bas, c'était des chiffres, etc. Et ça m'a vraiment montré qu'il y avait... Tout était possible dans un monde que l'on pouvait créer, dans un espace qui était le nôtre et qui était vraiment à inventer. Et puis, je suis parti aux États-Unis. Là, j'ai compris le pouvoir de la marque. J'ai travaillé pour une société qui faisait des jouets, entre autres, et on avait 24 mois plus tard une ligne de jouets de petits Lego en robot qui devait se lancer. Et la société allait dépenser beaucoup d'argent en publicité. Et j'ai dit, mais plutôt que de dépenser cet argent, si vous m'en donnez la moitié, peut-être on fait une série d'animations pour expliquer cette gamme. Ça s'appelait Robotech, on l'a vendu dans le monde entier. Donc plutôt que de dépenser 4 millions de dollars, ils en ont gagné 80. Donc c'était vraiment le poids des histoires du storytelling dans tous les domaines, et notamment ce domaine des jouets auprès des enfants, auprès d'un public. Puis en France, la privatisation de la télé m'a appris que même des Français pouvaient vendre du rock aux Anglais, puisque dans Les Enfants du rock, avec mon associé Antoine Decaune, on faisait des émissions qui se vendaient un peu partout, depuis la France, qui était extrêmement rare, et toujours un peu aujourd'hui. Et dans plein de domaines, donc là aussi, la créativité, la force de savoir à qui on s'adresse et la force de savoir que les langages et les publics et les démographiques sont extrêmement différents et qu'il faut s'adapter à leur langage. Et puis, l'Angleterre, où avec Richard Branson, on a pu faire des dizaines de programmes, là aussi en apportant une différente vue, un ton, un rythme et un style qui était le nôtre. J'étais jeune à l'époque, je ne voyais pas ce que je voulais voir à la télé. Donc c'est ça qu'on avait inventé et c'est ça qu'on a pu faire vivre à l'étranger et notamment en Angleterre avec un succès certain d'un Antoine Decaune qui parlait le franglais, ou en tout cas parlait l'anglais avec l'accent de Maurice Chevalier, et tout ça à la BBC en prime time. Donc cette possibilité, tout était possible, mais surtout la possibilité de l'ubiquité. On pouvait être français et commencer à aller ailleurs parce que le langage culturel qu'on était en train de raconter parlait aux jeunes anglais comme il parlait aux jeunes français, italiens, espagnols, allemands, et dans les 16 pays où on a fait nos ventes européennes. Mutation encore technologique, quand les chaînes thématiques sont arrivées en France, donc les chaînes câblées, pas beaucoup d'argent, encore une fois, et il fallait adapter, mutualiser de la technologie pour pouvoir faire des choses dans un prix qui était abordable. Changement ensuite chez Canal+, où j'étais en charge de la stratégie du groupe, puis de Vivendi Net et de Canal Numédia, où on apprenait dans un monde de 128K comment on pouvait faire migrer des contenus d'une chaîne télé interactive à un téléphone et au web. Ça semble basique et ridicule aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était ce monde sans couture, etc., était nouveau. Et donc, on devait parler autrement, on devait recruter des gens différents. Et ça, j'ai appris aussi, plus les mutations, plus ces changements de paradigme arrivaient, plus il fallait des gens nouveaux. Quand j'ai commencé la télévision,
C'était l'ère de Guy Lux. Alors Guy Lux, pour ceux qui sont à l'étranger, c'était un pilier de la télévision à l'ancienne. Mais quand moi je suis arrivé à 21 ans dans la télévision, c'était avec qui on travaille. Il y avait besoin d'aller chercher des compétences ailleurs. Et ça, c'est très compliqué, de péter le plafond de verre, de changer le paradigme, de dire, notamment ce qu'avait fait Canal+, on peut faire autrement et on peut montrer cette différence et attirer beaucoup plus de gens et plus de talents. Par la suite, j'ai réussi à comprendre ce que c'était le storytelling en faisant des films avec un garçon qui s'appelle Alain Chabat, on était tout petit coproducteur d'un film qui s'appelle Mission Cléopâtre, Astérix, Mission Cléopâtre, et l'idée du parallel processing dans la télé, c'est-à-dire dans le cinéma et la télévision. Avoir plein de cerveaux ensemble faisait en sorte qu'on pouvait réfléchir, avancer, faire mieux, et plus vite, avec des gens qui étaient en équipe, ensemble. Et ça, c'était un changement fondamental. Ça existait dans d'autres pays avant, mais en France, ça, c'était très important. Burger Quiz, il y a 22 ans, 14 auteurs autour d'une table qui devaient justement trouver des blagues toute la journée. Et c'était absolument un changement important. MMI, qui était ma boîte de conseil et de syndication avec Enjoy. Et puis, il y a le moment de changement où les oligarques production, ma société, on avait une ambition de changer la manière, le processus industriel et la manière de raconter de la fiction. On voyait ce qui se faisait en Israël, en Scandinavie, en Angleterre, aux États-Unis, et on disait pourquoi pas nous. C'était en 2010. Et donc, il fallait adapter ce que nous voulions faire à un monde totalement différent. Donc, c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans le cyber et la cybersécurité, l'évolution massive et rapide de ce monde-là, l'ubiquité, on est tous connectés, et évidemment la perception pour des démographiques différents, pour des publics différents. Et ça, c'est une complexité supplémentaire. Vous êtes un média, vous êtes un monde, il faut justement arriver à comprendre que l'ingénieur qui a fait Bac+7 est un talent extraordinaire, mais il y en a d'autres, et qui sont utiles, nécessaires et importants. Et pour expliquer ça, voilà, ce qui était rare et cher, c'était la bande passante. Quand je suis arrivé, c'était l'État qui contrôlait la bande passante, c'est l'État qui contrôlait la diffusion. Et puis, voilà, Canal est arrivé, c'est le clerc de Canal qui était une obligation parce qu'ils utilisaient le réseau de TDF qui appartenait à l'État. Mais les choses ont changé. CanalSat, c'était le satellite. Ça coûtait 100 fois moins cher pour faire une chaîne. 100 fois moins cher. Et donc, plus de programmes, plus de gens, plus de talents à venir dans un monde qui était extrêmement compliqué. Et puis, nous, on est arrivés en 2008 à commencer à travailler en se disant « mais le monde est en train de changer ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des nouvelles offres moins linéaires qui sont en train d'arriver. Et puis surtout, ces gens-là arrivent dans notre marché avec une particularité formidable. C'est vous qui payez la bande passante. Le réseau, c'est vous. C'est extraordinaire. Donc on va se concentrer sur l'interface client, les algorithmes, et puis le reste, c'est le public qui va payer. Changement profond de paradigme. On avait besoin, nous, d'inventer le Bureau des légendes qui a été diffusé en 2015 dans un monde qui commençait à changer radicalement. Parce qu'on pouvait très tranquillement, avec son iPhone, avec son téléphone portable, mobile, dans le confort de son salon, fabriquer et diffuser un programme. Ça change tout. Et la manière de raconter des histoires change aussi. Donc, la situation française était assez cool. Il y avait beaucoup d'acteurs. C'était, voilà, tout le monde s'organisait gentiment. On savait, les grands groupes, comment ça se passait. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un est arrivé et a dit « Mais moi, je ne joue pas avec vos règles. Je ne signerai aucun accord quand j'arrive. »
Et les Américains sont les plus forts à inventer un process et établir les règles tout de suite. D'ailleurs, en France et en Europe, c'était « je signe aucun deal avec l'État, je ne serai pas régulé jusqu'au moment où j'ai une masse critique. » Et quand j'aurai une masse critique, là, je veux bien commencer à causer. Ça, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est un changement radical. Et qu'est-ce que ça veut dire? On n'écrit pas les histoires de la même manière. D'ailleurs, on ne fait plus les films de la même manière. Et les films, maintenant, Netflix annonce 52 films frais par an aux États-Unis et 52 films frais internationaux sur la plateforme. Ce n'est pas la même expérience. On n'est pas dans une salle comme ça, et encore moins dans une salle à écouter un vieux comme moi, mais vraiment, l'expérience change et la manière d'écrire change. Et le public et la manière dont ils sont réceptifs aux messages pour venir change. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de bien comprendre ce changement qui a eu lieu dans la télé, parce que la masse critique des nouveaux entrants, leurs moyens, détermine les standards et les normes. Et donc, ça a été le cas dans la télé. Il y a peut-être des choses qui vont arriver dans votre milieu. C'est une question de souveraineté, en tout cas pour la télé. On doit réguler d'une certaine manière parce qu'on n'a pas les mêmes budgets. Et en même temps, il y a aussi ce fond. Il y a un aspect compas moral, il y a un aspect contrôle de l'actif. Où sont les serveurs? Qu'est-ce que ça fait? Et est-ce que nous avons assez d'argent qui rentre dans un pays, dans un système, ou est-ce que ça part ailleurs? Est-ce qu'on cède des droits? Est-ce qu'on cède des licences, etc. La même chose s'est passée évidemment avec les GAFA. On était, masse critique, on écrit les normes. Je suis toujours halluciné par l'ICANN. Je veux un nom de domaine. Je suis obligé d'acheter ça dans une société privée finalement américaine, mais c'est pas que ça. Google, l'espace publicitaire est normé. Et on s'adapte là-dessus. Donc il y a une réflexion. On n'est pas vraiment pas moins intelligent que les autres, au contraire, mais on a un écosystème économique, juridique, régulation et public qui est complexe. Et on attend un petit peu que le marché existe et on subit. Et ça, c'est un vrai problème. Subir ou ne pas subir est la question. Donc, il y a des ruptures, parce que les gens qui sont venus en France, en fait, sont des gens qui sont venus en marge, parce que Amazon vendait d'abord autre chose. Ils font quelques dizaines de milliards ou centaines de milliards de chiffre d'affaires. Par ailleurs, ils vendent des produits. Apple vend de la technologie, du hardware, et Disney avait beaucoup d'autres verticaux. Et quand ils arrivent, c'est comme d'autres qui arrivent en ne jouant pas exactement avec les mêmes cartes et les mêmes règles, et pas tout à fait dans une verticalité unique d'un système ou d'un marché. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe aussi, et je parle de la souveraineté, etc., donc, quand on regarde le domaine de la cybersécurité, avec des dominants, avec des marchés, etc., avec des complexités quand il s'agit de sociétés qui viendraient non pas de l'Ouest, de l'Occident ou de l'Europe, mais ailleurs, et là, on voit aussi ses limitations et l'importance de ce hard power. Donc je vais revenir à ce que je connais de mieux, le Bureau des légendes. C'est une série, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le renseignement français. Et c'est une histoire d'amour qui se passe au sein de la DGSE. Et on explique, on montre ce que c'est réalistiquement la vie du renseignement français ou de la géopolitique de la France à travers d'un service. Quelques images pour que vous compreniez si vous n'êtes pas familier. Le protocole, c'est qu'on ne prend pas de risque au-delà de N-5. Ça, c'est N. Ça, c'est N-1, N-2, N-3, N-4. La DGSE, c'est N-10. On arrête tout s'ils arrivent à N-5. C'est parti. Oh putain.
prends le relais. Wow. C'est pas des Ukrainiens. Hein. Ils sont forts, les salauds. Franchement, ça a été une plongée pour nous dans le cyber. On a appris beaucoup de choses. C'est très compliqué de faire quelque chose de réaliste. C'est encore plus compliqué et très chiant de tourner des écrans. Donc c'est toujours une histoire de gens. Et ces gens-là doivent vraiment emmener des choses et pouvoir mettre en perspective, notamment voilà cette attaque qu'on devait faire. Donc on a trouvé le moyen de parler du cyber, de comprendre ce que c'est cette tension et la complexité du milieu, et de le mettre devant un public averti qui suivait une histoire. Et cette tension est très importante. Et donc ce qu'on était en train de faire, et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est évidemment, il faut avoir une idée, il faut trouver le produit et le système autour duquel on tourne, un processus industriel. En ce qui nous concernait, c'était 10 épisodes par an, ça n'existait pas en France, donc une méthode industrielle qu'on a inventée, en essayant d'aller choper les meilleures personnes pour ce faire et en faire la pédagogie. Et puis, créer une marque à engagement émotionnel, une marque où les gens vont revenir pendant 50 heures, pendant 5 ans, 50 épisodes, et ça, c'est très complexe. C'est toujours fragile et très compliqué. Donc le Bureau des légendes, c'était ça. On est allé voir les gens de la DGSE pour essayer de leur faire parler de certaines choses, donc autant vous dire rien, donc il faut être très créatif. Évidemment, on était dans cette idée que pourquoi pas nous, Français, une série française, avec des gens et un genre qui était très dominé par les anglo-saxons, et une récurrence annuelle, encore une fois, 10 épisodes par an, personne ne l'avait fait. C'est hallucinant, mais c'est vrai. On est il y a 7 ans. Maintenant, ça devient la norme. Et puis, cette marque à gérer tout le temps, la fragilité de la marque, c'était important. Donc, nous, notre système est simple, hein. Une idée, un cœur concept auquel on tourne pendant 50 épisodes, un environnement nouveau qu'on fait découvrir, et puis des personnages qui font cet environnement, cet univers. Et ce sont les personnages qui font une OPA sur cet environnement, le corps concept et l'idée. Ça, c'est notre formule magique à nous, et ça s'applique toujours. Quand on avait besoin de parler aux gens concernés, on a appelé des gens à le ministère et ils nous ont mis en rapport avec les gens de la DGSE. Et on a dit, écoutez, vous n'allez pas nous parler, tant bien même vous nous parleriez, on n'aurait aucun moyen de vérifier ce que vous racontez. Donc, on va faire un protocole simple. En échange de votre logo, donc réalisme, on va dire, vous nous dites juste si c'est plausible ou pas plausible. Si ce n'est pas plausible, on a des créatifs, 10 auteurs qui vont réinventer, des conseillers, etc., pour que ce soit plausible. Et puis, évidemment, des choses qui étaient inhérentes à notre accord avec la DGSE. Puis ça a marché beaucoup. On est le champion de France de l'export d'une série avec un peu moins de 120 pays, etc. Et vraiment beaucoup plus de gens à l'étranger qui regardent le Bureau des légendes qu'en France, notamment aux États-Unis. Et ça, ou en Russie, ou à Taïwan, etc. Ça nous a dépassés, mais c'est formidable de pouvoir se dire là aussi, on était dans un code source qui a parlé culturellement à des gens. Et ça, c'est important. On a expliqué un environnement qui était totalement fantasmé. On a dit, voilà ce que c'est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, ça voulait dire que ça a été un succès critique hallucinant. Et puis pour la DGSE, notamment, et les services de renseignement, c'est 400% de recrutement qualifié. C'est énormément de gens
qui viennent les voir en disant « Je suis intéressé par le milieu, je comprends un peu mieux, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose dans ce domaine-là. » Et ça, c'était extrêmement important. Ce n'était pas notre mission, ce n'était pas notre rôle. Nous, on voulait faire juste du divertissement dans un genre, l'espionnage, différent, fait par la France. Mais c'est vrai que le service en a bénéficié de manière incroyable. Non seulement la DGSE, mais le premier cercle du renseignement français. Et puis, on s'est fait plein d'amis, par ailleurs. Tous les services de renseignement autour de nous, on a les grands fans, et ça, c'est assez édifiant, d'avoir des amis haut placés et dans ces domaines-là. Et puis, évidemment, ce qu'on était en train de faire intéressait le gouvernement, et nous avons travaillé avec M. Le Drian, qui était ministre de la Défense, pour créer ce rapprochement entre la défense et la nation. Pour essayer d'expliquer, il faut nous donner accès à des auteurs, à des scénaristes, pour qu'on comprenne des milieux, pour qu'on comprenne ce que c'est le quotidien, parce que ça peut être vraiment intéressant, mais aussi ça peut être amplifiant, on va parler de choses de manière réelle et c'est mutuellement bénéfique. Comme il disait, il n'y a pas de soft power, il n'y a que du hard power. Et c'est vrai qu'on a pu mettre en place un système qui aujourd'hui fonctionne extrêmement bien entre la défense et les producteurs, les saltimbanques que nous sommes. C'est pas nouveau, hein. Aux États-Unis, le département de la Défense fait ça depuis 100 ans. Ils sont le premier collaborateur, que ce soit pour les moyens, pour des technologies ou des messages, principes, le compas moral, de la politique. Et donc, c'est un système extrêmement bien rodé. Les Ricains font ça vachement bien. On va inventer un domaine, on va créer le process, on va créer les normes, puis surtout, on va bien le vendre. Le dernier mètre, on n'est pas toujours bon en France dans le dernier mètre, c'est-à-dire vendre. On est brillantissime par ailleurs, et franchement, une fois qu'on a fini le gros du travail, on se dit, on va laisser, t'inquiète la guinguette, ça va se vendre tout seul, etc. C'est un problème. Alors, je grossis le trait, mais ça a été le cas, en tout cas dans les médias, et donc on a été obligé de changer ça. Et puis, en changeant ça, notamment pour le Bureau des légendes, ce qu'on appelle le PMDC, Promo Marketing Digital et Com, c'était complexe. Première fois qu'une série française allait s'exprimer dans 120 pays, et donc des éléments de langage, on devait gérer la marque et la manière dont nous parlions de ce produit de manière extrêmement différente et en même temps de la même chose. Très compliqué. Donc c'est un plan. C'est un plan qui est aussi important que le script. Et d'ailleurs, le PMDC se réfléchit en même temps que l'on écrit les scripts et les scénarios. Donc, comment est-ce que ça s'applique à vous et à votre monde? Comment ça se rapproche du cyber? Ce monde-là est incroyable et parmi nous, on est là, on est au milieu. Tout le monde est non seulement concerné, mais doit avoir la responsabilité de savoir. Et ça, dans le monde dans lequel on est, dans toute cette connectivité absolue, il faut que le public soit plus conscient des enjeux dont vous êtes aujourd'hui les acteurs aussi. Faire rayonner, c'est de faire comprendre. L'hygiène numérique ou l'hygiène cyber dans chaque pays est essentielle. Ce n'est pas juste à réparer, il va falloir prévoir. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Nous, on a fait déjà un petit pas, notamment avec l'ANSSI. Nous avons perdu le contact avec Malotru à 7h24, heure syrienne. Ça fait donc 14 heures qu'on est sans nouvelles de lui. Sa puce téléphonique n'émet plus, le dernier signal a été envoyé ici, dans un poste de la ville de Hama. Juliette, c'est pour vous. Allô? Coucou ma chérie, c'est tonton. Écoute, je suis désolé de t'appeler à ton travail là, mais... J'ai un fichier qui a disparu là sur l'ordinateur de ma boîte. Je sais pas, moi, tu l'avais sauvegardé? Oui, enfin je pense. Tu crois que ça peut être un virus ou une attaque? Je sais pas, tonton. Si t'as un problème, tu vas sur le site de l'ANSSI. Je te laisse là, j'ai du boulot, d'accord? Bisous. Tout va bien, Juliette? Oui, pardon. Je disais, le fichier, le téléphone de Malotru n'émet plus. Va falloir être patient.
Face à la menace cyber, pas besoin de connaître quelqu'un au bureau des légendes. Adoptons les bons réflexes. C'était important de pouvoir mettre au service de la cause cyber, au travers de l'ANSSI, une marque qui avait déjà un engagement émotionnel. Une marque comme le Bureau des légendes, comment est-ce qu'on est utilisé en faisant des petits messages comme ça qui ont été viralement, incroyablement présents dans le monde dans lequel on est. Donc cet engagement émotionnel, c'est des marques que l'on crée. Vous êtes des marques, la situation dans laquelle vous êtes, c'est des marques. Cet engagement du cyber et de la cybersécurité, c'est ça. Les ricains font ça, pas que les ricains, mais ils sont très 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 forts. Mais il y a d'autres, notre secteur, le luxe, la musique, évidemment, le divertissement, la télé, le cinéma, tout ça, c'est des marques à engagement émotionnel. Je suis prêt à donner mon temps, je suis prêt à m'engager, j'ai envie d'avoir une émotion. Puis c'est la même chose qui doit se passer à un moment sur d'autres marques, notamment des marques dans le cyber. Et donc, pour nous, quand on a vu cette marque-là, en un très peu de temps, comment un engagement émotionnel, politique et fondamental devient quelque chose d'important pour tout le monde. Donc c'est ça, comment on amplifie, comment on essaye de faire rayonner. Il va falloir créer des marques, des valeurs, comprendre la complexité des milieux, de tout ce que vous êtes en train de faire, en interne et en externe, la manière dont nous allons amplifier ça, et ça c'est fragile, c'est qu'il faut y penser dès le départ, le dernier mètre. Et donc, évidemment, c'est des métiers, c'est un ton, c'est des valeurs, c'est une diversité, il va falloir parler plus à des jeunes femmes, parce que c'est une très grande minorité, pas que à des spécialistes qu'on va aller débaucher toujours dans le même endroit, parce que tout le monde est en train d'essayer de puiser dans les mêmes sources. Il va falloir qu'on invente autrement, différemment. C'est ce qu'on a fait dans la télévision. Canal+, c'était ça en France, en 84. On va aller chercher d'autres gens et essayer de leur apprendre une nouvelle façon de faire. Et donc ça, c'est important, non seulement évidemment avec les gens qui sont dans ce domaine-là, mais les acteurs économiques, les acteurs institutionnels, etc. Et donc nous, on a un système qui est très simple, qui s'appelle Remarque. Comment est-ce qu'on recrute, on éduque, on entretient, on élève et on étend la marque. Avec des systèmes très simples. Ça, c'est ce qu'on fait en télé, mais c'est la même chose chez vous. C'est la même chose dans votre domaine. Et donc, c'est important de réfléchir à ça dans vos milieux, pour vos entreprises, pour pouvoir justement amplifier tout ça. Et donc, il y en a un en France. La marque d'entrée, le point d'entrée dans les années à venir, ça va être Campus Cyber. Là où tout le monde, en tout cas en France, devrait retrouver une vitrine et où le public va commencer à pouvoir être nourri au quotidien de ce qui est en train de se passer, de l'importance des milliers d'attaques qui se passent. C'est angoissant, mais il est important de le savoir. On l'a vécu avec la pandémie. Ils vont faire un bruit de fond, maintenir un bruit de fond sur l'importance du cyber, avoir des boîtes à outils et des choses concrètes à montrer au public. Et puis, évidemment, cette caisse de résonance va être importante. Donc, c'est des responsabilités. Vous êtes tous en train dans une compétition saine, c'est une coopétition, coopération et compétition, mais il faut penser à la manière simple de communiquer ensemble. Campus Cyber, ce sera notre point d'entrée, je suis sûr, en France. Et ce bruit de fond, il peut être fait aussi autrement. Et ce autrement, c'est mon rôle, c'est mon métier. Moi, je suis producteur, je fabrique des marques. Et je vous annonce solennellement ici, à Lille, que nous allons créer une marque qui s'appelle la Sibérie, qui est une série que nous sommes en train de développer aujourd'hui avec des scénaristes français et pas que français. Et là aussi, on a besoin de vous. On a besoin de vos histoires. On a besoin d'être nourris sur la plausibilité, sur l'étendue de tout ce que ça veut dire, sur la culture, pour pouvoir expliquer au plus grand public la situation tendue, complexe du cyber et de la cybersécurité dans notre pays.
Ça, c'est important. On est en train de fabriquer. Vraiment, je fais un appel à vous, un appel à votre expérience. On est déjà en train de parler à beaucoup de gens, mais vraiment, ce que l'on veut faire, c'est parler partout à des gens qui sont qualifiés pour qu'on vraiment puisse raconter une histoire, une narrative, et l'insérer dans un réalisme et commencer à faire comprendre à un maximum de gens cette hygiène qu'il faut avoir. Voilà. Moi, je crois que je suis dans les temps et j'espère que ça a été intéressant pour vous. En tout cas, merci du temps que vous m'avez accordé. Merci. Merci beaucoup, Alex. Merci à toi. Je pense que si vous n'avez pas encore vu le Bureau des légendes, maintenant vous en avez profondément envie. Puis on a hâte de voir la suite également. Je vous propose de commencer à lancer notre panel. Je vais inviter nos panélistes à venir me rejoindre sur scène pour commencer notre discussion. Asseyez-vous, soyez les bienvenus. J'ai le plaisir d'avoir à ma droite Lorena Boix-Alonso. Vous êtes directrice, vous êtes en charge de la cybersécurité à la DG Connect, à la Commission européenne. À votre droite, Roland Atouilly, qui est le fondateur de Red Alert Labs et qui est membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la confiance numérique. Et puis Evangelos Ouzounis, qui est en charge d'une unité à l'ENISA, l'Agence européenne pour la cybersécurité. Soyez les bienvenus. Alors, la transformation numérique touche tous les domaines d'activité, qui tiennent autant de cibles potentielles, même la santé qui a longtemps été épargnée, mais qui est maintenant victime d'attaques à réputation depuis 2 ans. Avec le Cyber Resilience Act, CRA, Cyber Resilience Act, des acronymes, des noms en anglais. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le 15 septembre 2021 le lancement d'un nouveau chantier pour l'établissement de normes communes de cybersécurité des produits dans le cadre d'une nouvelle loi européenne relative à la cyber-résilience. Alors j'ai envie de vous demander, d'abord, de quoi s'agit-il? Comment cette initiative peut-elle renforcer la sécurité et la résilience de l'Union européenne? C'est allumé, c'est allumé. Merci beaucoup. Merci d'abord d'inviter la Commission européenne. Je vais essayer de parler en français, mais vous allez m'excuser. J'utiliserai de temps en temps des mots en anglais, parce qu'on travaille en anglais. Donc, on pourra passer d'une langue à l'autre sans problème, on a tous des voilà. cas de traduction. Mais je m'excuse déjà, d'abord, si j'ai fait des fautes. Pourquoi est-ce que la présidente, l'année passée, a annoncé une telle initiative? Je pense que c'était absolument nécessaire. Je pense que pendant toute la durée de cette conférence, on a certainement entendu des chiffres sur comment les cyberattaques ont augmenté. Je ne vais pas rajouter, je pense que certainement il y en a eu beaucoup. Je ne vais même pas parler des causes, des origines, mais je vais me centrer sur comment est-ce qu'on arrive à attaquer tellement en ce moment notre société. Une des principales entrées d'attaque, ce sont les vulnérabilités de nos produits connectés. Il y a des chiffres là aussi, certains parlent des 62% des attaques qui viendraient à cause ou en utilisant des vulnérabilités des produits connectés. Il y a des chiffres beaucoup plus dramatiques qui parlent des 90%. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de vulnérabilités dans nos produits numériques? Une des raisons, et c'est pour ça que la présidente a annoncé qu'il faut intervenir, parce que normalement on intervient quand il y a une faillite du marché. J'essayais de trouver les mots, un market failure. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas suffisamment sur la cybersécurité de nos produits? Et une des raisons, c'est parce qu'il n'y a pas une motivation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de motivation? Parce que la plupart des coûts, quand il y a une attaque, ce sont pour les utilisateurs, que ce soit les opérateurs de services essentiels
ou même pour les utilisateurs finaux, pour les consommateurs. Ces coûts, ce n'est pas uniquement les coûts pour réparer l'attaque, mais aussi les coûts pour mitiger, que ce soit des assurances, introduire des SOX dans nos entreprises. Donc, ce sont des coûts importants qui ne sont pas, la plupart, comment on dit, bird par les producteurs. C'est pour ça qu'on considère que c'est nécessaire d'intervenir. En plus, les vulnérabilités ne cessent pas d'augmenter, en particulier les zero-day vulnerabilities. Et à part le fait qu'il n'y a pas de motivation suffisante puisque les coûts sont pour les utilisateurs, on est dans des marchés où il y a ce qu'on appelle des effets des réseaux, où ce qui est très très important pour les producteurs, c'est de mettre le produit sur le marché le premier, parce que the winner takes it all. Donc, on va avoir envie de le mettre, même avant ou parfois en sachant, il y a des statistiques sur ça, que peut-être le produit n'est pas suffisamment sécure, mais si on arrive trop tard, on perd le marché. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il y a une nécessité d'intervenir avec une proposition législative. Je peux expliquer, si vous voulez maintenant ou un peu plus tard, les grandes lignes. Mais non, ok. Dans les grandes lignes, l'idée c'est de venir avec une proposition qui soit horizontale. On va y revenir, pardon. Okay, on va y revenir plus en détail. Mais effectivement, le fait de faire l'urgence d'arriver le premier sur le marché, et puis le fait que les coûts liés à ces vulnérabilités ne sont pas supportés par les producteurs eux-mêmes, et donc c'est pour les amener à plus de responsabilité. Exactement, c'est ça l'idée. Roland Atouille, j'ai dit vous êtes fondateur de Red Alert Labs, donc le nom d'une certaine lui-même annonce un petit peu la couleur, et vous êtes membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la confiance numérique, justement. Quels sont les éléments de ce Cyber Resilience Act qui attire votre attention? Quel regard est-ce que vous portez sur cette initiative? Alors, bonjour à tous. Ce que Lorraine a mentionné est très important pour pouvoir vraiment comprendre en effet pourquoi on a aujourd'hui proposé le Cyber Resilience Act. Et en effet, il faut comprendre encore mieux qu'est-ce que ça consiste, à quoi, ça concerne quoi. Le Cyber Resilience Act, ça concerne tous les produits matériels logiciels qui vont être connectés en filaire ou sans fil, et incluant aussi les logiciels, ce qu'on appelle auxiliaires ou connexes, qui devraient fonctionner en mode dépendant de ces produits. Donc c'est quelque chose de... Je vous laisse imaginer en fait la variété de types de produits. Donc ça peut être vraiment qu'on appelle les objets connectés, donc vos caméras connectées, mais ça peut être aussi votre téléphone portable et plein de logiciels en fait qui seront vraiment concernés. Donc les éléments clés de Cyber Resilience Act jusqu'à maintenant, donc parce qu'en effet, on n'en est pas en fait aux dernières décisions sur la granularité déjà du scope, du cadre, mais aussi des types des exigences horizontaux qui sont mises en place. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on parle des vulnérabilités de conception. Donc voilà, donc il faudrait comprendre pourquoi le fabricant aurait un rôle, pourquoi il devrait partager une certaine responsabilité aujourd'hui. Parce que voilà, donc on sait bien que les attaques évoluent et que certainement ces matériels logiciels, ces objets connectés, ces produits connectés vont voir une évolution, des vulnérabilités qui vont apparaître dans le temps. L'idée, c'est aussi de dire, dès la conception, il faut éviter ces 60% d'attaques qui visent les vulnérabilités par conception. Mais, donc là, on parle de ce qu'on appelle la security by design.
Donc c'est de dire, en effet, il faudrait mettre en place des procédures, des moyens techniques, gouvernance, dans le cycle de vie de développement jusqu'à vraiment la partie opérationnelle de ces produits-là, pour pouvoir minimiser le risque des cyberattaques, bien sûr, et donc donner un certain niveau de confiance à ce marché-là. Donc les mots-clés, c'est, on parle vraiment de cycle de vie, donc tout le cycle de vie. Et donc, certainement, le fabricant y aurait une certaine responsabilité, mais en effet, cette responsabilité devrait être partagée. Donc c'est la discussion aujourd'hui de d'où s'arrête en fait le Cyber Resilience Act, quel est le degré de ces exigences, en fait, comment ça va être préservé, maintenu tout le long cycle de vie. Donc on parle de sécurité by default, par défaut, donc durant la fabrication, en fait, c'est pour aussi minimiser la partie de responsabilité qui serait que le consommateur est amené, on va dire, à prendre en compte pour pouvoir bien sûr assurer ce niveau de sécurité. Donc on parle donc security by design, on parle security by default, on parle tout au long du cycle de vie aujourd'hui. Et évidemment, on parle bien sûr de tout ce qu'il y a, analyse de vulnérabilité, de gestion en fait, de vulnérabilité dans le temps. C'est les mots clés à retenir aujourd'hui, savoir exactement si vous êtes concernés, et je suis certain que vous êtes tous concernés ici, que vous soyez en fait du côté consommateur, acheteur de ces produits, mais aussi fabricant, développeur. Donc il faudrait vraiment suivre en fait l'évolution de ces Cyber Resilience Act. Bien sûr, et on comprend évidemment qu'avec des produits dont les cycles de fabrication sont très courts, dont les cycles de vie sont très courts, dont la technologie évolue très rapidement, on comprend que définir la responsabilité des uns et des autres, ou la responsabilité des uns commence, ou celle des autres commence, et nécessite un vrai travail, une vraie réflexion, et c'est un sujet qui est compliqué, mais on avance. Turning to you, Evangelos Ouzonis, what is your experience so far with the Cybersecurity Act? Quelle est votre expérience avec le Cybersecurity Act et comment est-ce que vous bénéficiez de cela? Oui, eh bien, d'accord. Pardon, je vous parle en anglais, mon français n'est pas au niveau, pas de problème. Nous sommes à une conférence internationale. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un événement fantastique. Félicitations aux organisateurs et merci pour avoir invité Nissa. J'espère que cet événement va se développer plus loin, que ça va devenir vraiment un moment important dans les événements européens sur la cybersécurité. Le CERA est un développement important dans la politique européenne parce qu'elle aborde les équipements en bout de parcours, pas simplement les consommateurs, mais aussi dans un environnement industriel la commission me corrigera. En ce moment, nous avons un champ d'application très large avec tous les appareils connectés. Et nous savons que ces appareils connectés sont de plus en plus importants dans notre mode de vie. Ils s'intègrent dans notre quotidien. Ils soutiennent des nouvelles utilisations comme des maisons connectées, des maisons intelligentes, des systèmes d'assistance numérique intelligentes. Et nous avons tous déjà vu des problèmes avec ces appareils. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y a des problèmes avec les mots de passe, les problèmes avec le cryptage, il y a des problèmes avec les cycles de vie. Alors, je pense qu'il est important que les politiques se penchent sur cette question-là et commencent à définir un cadre régulateur qui va peut-être réguler un peu cette jungle. Il y a beaucoup d'éléments à tenir compte. Nous savons qu'ils sont très importants pour la cybersécurité et la résilience. Certains d'entre eux ont déjà été proposés et je pense que si nous les mettons en œuvre, alors le citoyen final, au moins le consommateur, sera rassuré que leurs données personnelles sont bien protégées, que s'il y a des patchs ou des problèmes, et qu'il y a une redevabilité,
et qu'on a l'impression d'avoir un appareil final qui fonctionne bien. On l'a vu dans d'autres, dans les voitures. Quand vous achetez une voiture et que vous savez que quand il y a un problème, il y a un cadre régulatoire qui vous aide. Par contre, dans l'environnement numérique, on n'a pas ça. Et je pense que c'est ça qui va être le point important ici. Je pense que nous devons voir comment ça se développe en détail, comment c'est amendé, parce qu'il y a également d'autres initiatives politiques, par exemple dans les appareils médicaux, qui doivent être alignés de manière adéquate. Il y a également un cadre régulatoire avec le Cyber Security Act qui définit un certain nombre de risques. Et là, pareil, on devrait s'aligner avec ça aussi. Et évidemment, pas tous les appareils connectés ont le même niveau de risque. Donc, les initiatives politiques doivent être vraiment proportionnelles par rapport aux risques encourus avec des appareils qui sont pas forcément super risqués, qui n'affectent pas la vie des gens, par exemple, qui sont pas dangereux pour la vie des gens. Nous proposons peut-être des mesures adéquates. Et pour d'autres qui sont très importantes, peut-être qu'il va falloir qu'on soit un peu plus draconien. Peut-être qu'il faut une meilleure supervision, une meilleure gouvernance, etc., etc. Je suis sûr que la Commission a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et nous, en tant qu'agence technique, nous serons là pour soutenir le processus et fournir des conseils et une assistance technique. On le fait déjà. Ce sera un grand plaisir pour nous de le faire. Et ce que je peux dire aux gens qui viennent de l'industrie, c'est que pour les gens qui sont très intéressés par la cybersécurité, ne vous inquiétez pas, cette initiative va booster votre chiffre d'affaires, ça va vous permettre de prouver que vous faites votre travail correctement et ça va même vous apporter des nouveaux clients et des nouvelles opportunités sur le marché. Donc voilà, ça c'est mon point de vue aujourd'hui. Le Resilience Act vient s'ajouter au Cyber Security Act de 2019 et on comprend l'urgence devant la multiplication des besoins, des attaques, des vulnérabilités. Est-ce que ça participe, est-ce que le Cyber Resilience Act participe à la construction d'un marché unique numérique européen? Est-ce que ça fait avancer l'autonomie stratégique européenne? Je pense que oui. Quand on parle d'autonomie numérique, la cybersécurité est un élément essentiel. On ne peut pas être autonome si on n'est pas cybersécure. C'est un élément clé. Et comme vous venez de dire, les cyberattaques ne cessent pas d'augmenter. Comme Evangelus a dit, les produits connectés non plus. Et ce qui est très important pour être autonome, c'est en effet, comme vous venez de dire, d'avoir un marché unique. Et ça, c'est quelque chose que pour les entreprises, c'est aussi très important. Compte tenu de la situation, on sait clairement que ce soit la Commission européenne ou les États membres ou des pays tiers, on va agir. Puisqu'il y a une faillite du marché, on va intervenir. Donc, le mieux, c'est qu'on intervienne d'une manière cohérente, organisée et pour le marché commun. Le pire pour les entreprises, c'est d'avoir ce qu'on appelle un piecemeal of legislation, c'est-à-dire que on est des législations sectorielles, on vient de mentionner les voitures, les medical devices, et petit à petit, on va avoir de plus en plus. C'est beaucoup mieux d'avoir une approche horizontale où les entreprises savent à quoi se tenir et il vaut mieux évidemment aussi d'avoir une approche qui est unique pour l'Union européenne. Si chaque État membre commence et on voit qu'il commence à venir avec des législations différentes, les coûts vont être impressionnants et c'est toujours mieux évidemment de devenir les premiers. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'on est les premiers, puisqu'on voit déjà des pays tiers qui commencent à intervenir dans la matière. On vient de parler des logiciels. Un des aspects importants de cette nouvelle proposition législative, qui d'ailleurs n'est pas encore là, tout le monde en parle, mais elle viendra au mois de septembre, j'espère qu'on sera à temps, c'est qu'on veut introduire le software, les logiciels, puisqu'on sait que dans les supply chain attacks, ça vient très souvent des logiciels.
On sait déjà que aux États-Unis, à cause des nombreuses attaques sur la chaîne des valeurs, chaîne des valeurs. sur la chaîne des valeurs, les États-Unis ont déjà venu avec un executive order précisément pour imposer des obligations sur les logiciels quand on parle des contrats avec l'État. Évidemment, ça a un impact énorme. Donc, il y a déjà des lignes directrices aux États-Unis. On voit que ça bouge au Japon, au Royaume-Uni, Singapour. Évidemment, tous les pays tiers sont déjà en train de se positionner. Je pense que le mieux, c'est de venir à nous avec notre proposition, qui c'est la proposition européenne. Et l'intervenant précédent, M. Berger, parlait des valeurs, des marques. Je pense que quelque chose de très important pour l'Europe, c'est de se positionner dans le monde numérique avec comme valeur la cybersécurité. Donc, nos producteurs puissent avoir cette marque. Voilà, en Europe, on produit Cyber Secure. Voilà. L'objectif, c'est d'encourager la certification pour harmoniser le niveau de cybersécurité au sein de l'Union européenne. Roland, vous faites partie de l'Alliance pour la confiance numérique, qui regroupe des acteurs de toutes les tailles différentes. Comment est-ce qu'on fait pour définir des standards qui sont à la fois suffisants et accessibles à tous ces acteurs, les plus grands, les plus petits, les plus matures, les moins matures? Est-ce que ce n'est pas un obstacle, d'ailleurs, pour les plus petits acteurs? Est-ce que ce n'est pas un frein pour cela? Alors, c'est une question très intéressante. Donc, on a parlé, donc Adrien, tu as parlé de certification. Donc, il faudrait potentiellement juste dire, donc là, en effet, quand on parle certification, on parle un peu plus de confiance plutôt que résilience. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a donc l'autre réglementation européenne de le Cyber Act, donc qui a été mise en place en septembre 2019 et en fait qui définit donc à la base en fait donne un mandat à l'ENISA, qui est l'agence européenne de cybersécurité, pour pouvoir en fait aider la Commission spécifiquement là sur la partie définition des schémas de certification. Donc le Cyber Security Act aussi définit un cadre, des règles pour harmoniser en effet toutes les schémas de certification, les règles d'exigence, des méthodologies de vérification qui donnent confiance, un certain niveau de confiance, entre tous les États membres, donc les 27 États membres. Donc ça c'est un élément clé, donc on ne peut pas vraiment donc séparer déjà le Cyber Resilience Act de Cyber Security Act, c'est impossible. Donc il y a certainement un lien qui se créera. Et donc en fait la question, c'est que en effet pour construire ces schémas de certification, en fait il faut surtout pour pouvoir mettre au niveau les 27 États membres, il faut commencer à parler le même langage. Donc le Cyber Security Act a dressé un certain niveau de règles. Et donc, en fait, là, c'est là où on parle de définition des standards. Donc, pour avoir déjà, donc, répondre à la question, c'est comment faire. Mais en fait, déjà, il faut que tous ces États membres, peu importe leur niveau de maturité, les parties prenantes, toutes les parties prenantes, en fait, participent à la définition de ces standards. Donc, c'est pas évident en fait. Donc là, on l'a constaté depuis 2019, c'est pas évident de dire à tout le monde, mettez-vous au même niveau et on parle le même langage de jour au lendemain. Donc il fallait en effet mettre un petit peu de temps pour les mettre à niveau, que ce soit à travers des formations spécifiques, des initiatives, que ce soit des États membres, mais aussi des échanges entre les États membres. Donc d'ailleurs, on a participé à plusieurs en fait avec des échanges entre l'ANSSI et d'autres États membres, la BSI et d'autres États membres. C'est les agences d'autorité de certification, et pour créer en fait un environnement qui pourrait en effet commencer à à créer des standards. Et donc c'est l'élément clé pour pouvoir dire
on a des méthodologies, on a des exigences de sécurité qui sont harmonisées au niveau des États membres, qui permettent aux développeurs des solutions, des produits, des processus et des services de pouvoir idéalement certifier une seule fois dans un État membre et potentiellement utiliser en fait le même produit dans toute l'Union européenne. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est l'ambition en tout cas. Bien sûr, c'est le chemin en fait, il est encore loin sur plusieurs perspectives, mais c'est une première étape parce que c'est réel. Hein. On voit aujourd'hui plusieurs États membres qui ne savaient rien sur ces process en fait qui donnent confiance. Donc là, c'est surtout sur des aspects de produits. Hein. Il y en avait qui étaient beaucoup plus en fait concernés dans les aspects système d'information depuis des années parce qu'il y avait la NIS, la directive NIS et d'autres directives qui concernaient ça. Mais ce qu'on apporte, c'est vraiment aujourd'hui les produits et les services dans ce cadre-là qui étaient inconnus à plusieurs autorités, États membres. Et donc, il y a beaucoup d'activités encadrées bien sûr par les NISA, par des groupes en fait qui, avec la commission en fait, qui permettent de soit en fait collaborer ensemble dans des working groups, des ad hoc working groups pour pouvoir créer ces standards, de participer en collaboration avec les standards ou les organismes de standardisation européenne comme la Sensenelec, pour aussi parler avec les industriels, parce qu'il ne faut pas oublier les industriels dans tout ça. Et c'est ça la clé, à mon avis, c'est de pouvoir parler avec tout le monde, de les engager. Le processus, il a été créé pour ça. On attend bien sûr beaucoup, bien sûr, de transparence, de clarté, d'agilité, pour pouvoir vraiment aller vite, parce qu'en effet, la menace, elle n'attend pas. Donc, voilà. Alors justement, n'oublions pas les industriels et notamment la compétitivité qui est absolument clé. Vous l'avez dit, il y a des initiatives législatives qui sont prises dans différentes régions. Ça avance assez vite. Tout le monde se pose la question de cette compétitivité. Comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte la compétitivité justement des industriels? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de leur assurer à ces producteurs de logiciels, de hardware, de demeurer compétitifs et de ne pas se retrouver écrasés ou trop contraints, et en particulier les petits, les moyens qui deviendront nos pépites, nos grandes entreprises, mais comment est-ce qu'on fait pour maintenir cet écosystème et faire que ces petits deviennent plus grands et puissent évoluer dans un cadre qui est plus défini? C'est une très bonne question. D'abord, je vais parler de la compétitivité vis-à-vis d'entreprises des pays tiers, puis plus particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Vis-à-vis des entreprises des pays tiers, je pense que là, il n'y a pas de problème de compétitivité puisque la proposition législative, une fois elle sera adoptée, d'abord par la Commission, puisqu'on ne l'a même pas adoptée nous, et puis par les co-législateurs, elle devrait être applicable à n'importe quelle entreprise si elle veut mettre ses produits sur le marché européen. Peu importe qu'elles viennent je ne vais pas mentionner des pays tiers, mais peu importe. Donc, tout le monde sera assujetti aux mêmes règles. Comme j'ai dit auparavant, les pays tiers commencent déjà aussi à bouger, donc il vaut mieux les premiers, si on peut. Puis, évidemment, par rapport au coût, ça dépend beaucoup de ce qu'on va imposer comme demande. D'un côté, comme j'ai dit déjà, venir avec une proposition qui est horizontale va déjà épargner des coûts ou diminuer les coûts administratifs, devoir s'assujettir à des législations différentes, que ce soit sectorielles ou par pays membre. Donc ça, c'est déjà un des objectifs qui va pouvoir aider, que ce soit les grands que les petites entreprises. Après, évidemment, une grande partie des coûts, quand on parle des essors des réglementations,
puisque ce sont des réglementations que ce n'est pas vraiment une révolution, puisque ça fait des années en Europe qu'on impose des demandes ou des obligations sur la production des produits. Donc ça, ce n'est pas une grande nouveauté. La seule chose qu'on est en train de faire, c'est de mettre à jour cette législation en l'amenant au XXIe siècle, où un des problèmes des produits, c'est des produits connectés et c'est des vulnérabilités, comme on disait avant, et en particulier les logiciels. Donc, c'est pas vraiment, c'est juste avancer avec la législation pour que nos produits soient sécurs. Donc, je pense que de la part des entreprises, elles sont déjà un réflexe de respecter des règles sur la sécurité des produits. Maintenant, évidemment, une grande partie des coûts va venir, pas tellement des demandes qu'on va imposer elles-mêmes, mais de comment démontrer qu'on les a respectées. Et là, il y a plusieurs manières possibles. Une, c'est l'auto-évaluation. Par exemple, en ce moment-là, et là je vais le dire en anglais, la Radio Equipment Directive, on a un acte délégué qui couvre déjà un parti, mais pas complètement, c'est pour ça qu'on vient avec une nouvelle proposition législative, mais elle couvre déjà un parti des produits connectés. Et là, c'est l'auto-évaluation. Ça devient plus cher, évidemment, si on doit aller à un organisme d'évaluation de la conformité. À ce moment-là, les coûts sont plus importants. Donc, je pense que là, il faut jouer avec une évaluation des risques en fonction que ce soit la fonctionnalité, l'utilisation du produit ou le danger de ces produits pour la sécurité physique, de voir si c'est nécessaire vraiment d'aller au-delà de l'auto-évaluation. Et je pense que c'est là où il va falloir à la Commission, maintenant, quand on évalue, on est en train de faire l'analyse d'impact, d'être attentif, à être proportionné, à ne pas exiger vraiment d'aller, que ce soit des organismes externes ou même qui parlent de la certification, si ce n'est pas nécessaire. Je pense que souvent, une auto-évaluation, c'est suffisant et ça peut diminuer vraiment les coûts. Après, évidemment, comme je disais avant, c'est très important la compétitivité, mais quand on regarde les coûts des cyberattaques, ces coûts affectent la compétitivité énormément et ils ne cessent pas d'augmenter. Donc, je pense qu'un objectif final, c'est de réduire aussi les coûts que toute la société, y compris l'industrie, sont en train de subir à cause de ces cyberattaques. Et ça, je pense que ça va nous aider aussi en termes de compétitivité. Evangelos, Ce Cyber Resilience Act consolide le rôle et il y a le mandat de l'ENISA. Comment est-ce que l'ENISA va soutenir? Quel genre de soutien est-ce que l'ENISA va apporter aux producteurs de software et de hardware pour cette application de la certification? Quel sera le soutien apporté? On comprend bien que l'objectif, c'est ne pas forcer les producteurs à être dans le rouge et à devoir prendre en charge les coûts dès le départ. Ils ont besoin d'assistance. Ils ont besoin d'être suivis, guidés. Donc, quel est le soutien de l'ENISA? Alors d'abord, c'était vraiment un accomplissement d'avoir ce mandat de certification en termes de responsabilité de l'ENISA. Vraiment un accomplissement pour l'Europe. Depuis des années, nous avions des difficultés pour essayer d'arriver à une approche européenne. Donc, on est vraiment très heureux d'y être parvenus. Et nous avons beaucoup de confiance. Nous pensons que nous allons vraiment pouvoir parvenir à un bon résultat. La certification est un aspect de la cybersécurité, mais ça ne résout pas tout. Ce n'est pas une solution miracle. Il faut uniformiser la certification avec plusieurs solutions en termes de cybersécurité. Ensuite, l'approche de certification que nous avons à l'heure actuelle se fait sur base volontaire.
Nous nous basons encore beaucoup sur la bonne volonté de l'industrie et le déploiement de leurs initiatives. Mais nous savons que le travail de l'ENISA, avec le support légal de la Commission, pourra avoir une influence considérable. Pour l'instant, il y a 3 programmes en développement. On a les critères communs qui sont bien avancés. Deuxième programme que nous préparons, c'est sur le cloud. Nous précisons encore quelques aspects importants à ce niveau. Et ensuite, c'est la technologie de la 5G, où les États membres, l'ENISA, ont déjà beaucoup travaillé par rapport à la boîte à outils 5G. Nous pensons que les programmes de certification que nous préparons vont être la pierre angulaire du marché unique européen. Ça va aider les producteurs, les vendeurs à développer des produits qui seront largement utilisés dans l'espace européen. Et vu que l'Europe a beaucoup d'influence sur d'autres continents, on sait que les produits européens seront également mainstream dans ce domaine. Il est important d'éviter la fragmentation et de créer des normes européennes, des organismes qui auront les aptitudes, les compétences et aussi les produits pour être en compétition avec des super pouvoirs émergents, comme on en a aux États-Unis et en Chine, en raison de leur taille et de leur population. L'Europe, malheureusement, n'a pas ces mécanismes et la certification pourrait être un catalyseur dans cette voie. L'ENISA suit une approche très inclusive. Par définition, nous nous impliquons auprès des parties prenantes, nous écoutons et nous faisons de notre mieux pour équilibrer les différentes perspectives. D'un point de vue technique, parfois, vous le savez, la vérité est unique et quand il s'agit de choix de politique, de stratégie ou autre, là, bien entendu, il faudra jouer un peu avec les paramètres. Mais à l'heure actuelle, nous sommes très satisfaits de la contribution, de la participation des parties prenantes, de leur enthousiasme. Nous n'avons pas encore d'expérience par rapport au déploiement du programme, donc on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe sur le marché. Et bien entendu, on aura aussi plusieurs perspectives à suivre. Certaines vulnérabilités vont être identifiées. On en fera état et nous devrons bien sûr les rassembler, les présenter pour que les vendeurs sachent quelles sont leurs faiblesses et mettent tout en œuvre pour y remédier. Les États membres développent les capacités et les programmes nécessaires pour que cette autorité nationale de certification soit efficace. Il y avait une culture de la certification dans certains États membres, mais pas tous les États membres n'avaient ça. Donc il faut construire ces mécanismes, ces schémas. Dans certains pays, c'est un processus qui se passe bien. Dans d'autres, il s'agit d'un processus où il faut apprendre encore et qui prendra un certain temps. Nous voyons que la certification devient très populaire dans d'autres domaines par rapport à des besoins sectoriels, des besoins horizontaux, le CRA, l'intelligence artificielle aussi. On a des références particulières à la certification et nous sommes persuadés que ça va être très important dans notre évolution pour l'Europe. Et nous devons toujours lier tout cela au développement du marché. Effectivement, il y a un coût qui est représenté par la certification. Et les parties prenantes de grande taille ont les ressources financières et ont un avantage. Mais nous savons qu'il y aura une manière également pour les petites parties prenantes de se conformer à ces schémas pour que le marché soit équilibré, pour qu'il y ait suffisamment d'innovation. Et pour ce que nous créons n'affecte pas les start-up qui sont essentielles pour l'économie. Quand on parle du marché, on parle bien sûr du CRA, le Cyber Resilience Act, et on traite là de la sécurité des IoT. On parle évidemment de la sécurité des objets connectés et
Evangelos parlait du marché, mais ce marché il est aussi bien pour les professionnels que pour les consommateurs finaux, individuels. Et si on note une meilleure prise en compte du risque cyber chez les professionnels, qu'en est-il des utilisateurs, des consommateurs finaux? Comment est-ce qu'on peut faire pour démocratiser auprès du grand public la cybersécurité et faire en sorte que ce soit eux qui deviennent notre première ligne de défense? En quelques mots. Oui, non, parce qu'en fait, ça, c'est vrai que la première session, M. Berger a vraiment donné la recette, on va dire. Mais c'est vrai que franchement, il faut qu'on descend d'un étage ou de 2 étages, je pense, parce que rien qu'à juste parler à un public qui est expert déjà, on va dire, dans la cybersécurité, en parlant de certification, il y en a sûrement plein qui ne comprennent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire donner confiance. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quel est le lien entre la perception de la menace, cette conscience collective et vraiment la réalité des choses, qui est responsable et comment on fait? Donc c'est vraiment un sujet très 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 important. Ce qui se passe, c'est que en fait il y a donc en fait il faut différencier déjà donc le Cyber Resilience Act de Cyber Security Act, du fait qu'en fait la résilience, d'ailleurs le Cyber Security Act, je l'aurais appelé Cyber Security Trust Act, parce que ça parle vraiment de la confiance. Là ça parle résilience, et c'est en fait destiné à se complémenter pour pouvoir donner aux consommateurs le niveau de sécurité par défaut, on va dire, les moyens, à travers des certifications, des labels, de pouvoir avoir une sorte de perception du niveau de sécurité. Donc la certification permet par exemple d'avoir des labels de certification qui vont s'afficher sur des produits. Donc ça va être bien sûr parlant, on l'espère en fait, à Monsieur Tout le Monde. Après, évidemment, les entreprises qui consomment des types de produits auront à aller plus loin dans ces explications pour pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions. Le consommateur, on devrait arriver à lui donner un label, une marque, avec toutes les E qui est possible, de confiance pour qu'il puisse vraiment déjà adopter la solution tout en confiance, mais aussi pour qu'on minimise au maximum sa part de responsabilité. Et ça, c'est vrai que malheureusement, la technologie va pas résoudre nos problèmes de cybersécurité tels quels. Il y aura toujours une partie du consommateur, une certaine responsabilité, et c'est qu'avec cette sensibilisation qu'on peut créer, que ce soit différents moyens, des films, des vidéos, nous-mêmes en fait engagés sur plein d'aspects. Là, on a parlé, enfin, il y en a des gens qui créent des BD avec la cybersécurité pour parler des gens de 7 ans, 77 ans. Il faut que ça arrive jusque-là pour pouvoir vraiment complémenter tout ce qu'on est en train de faire, du fabricant au acheteur. Justement, la sécurité des objets connectés, c'est la principale préoccupation de Simon Hsu, qui est en charge de la sécurité des Security Labs de Hewlett-Packard. Et je vous propose d'évoquer avec lui cette question. Je vais l'inviter à me rejoindre sur scène. Simon, as I said, you're the global... Simon, donc vous êtes le responsable de cybersécurité chez Hewlett-Packard, qui est bien connu pour sa production, mais la cybersécurité n'est pas quelque chose que l'on lirait en premier avec Hewlett-Packard. Donc les imprimantes sont bien sûr très présentes dans nos maisons, mais en fait la cybersécurité est très centrale dans votre entreprise. Et nous avons eu la chance d'en discuter préalablement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de la cybersécurité chez HP et ce que vous faites dans le domaine? Merci d'abord, et j'apprécie beaucoup les interprètes
et je voudrais m'excuser de ne pas faire cette traduction en français et j'espère que vous me pardonnerez. Non, non, comme vous le dites, c'est un forum international de cybersécurité. Alors, comme vous l'avez dit, mon rôle, bon, je suis un chercheur, donc je réfléchis beaucoup à l'avenir et où la cybersécurité va, comment elle évolue très rapidement, comment nous en prenant compte dans notre monde. J'y reviendrai. Mais votre question, donc pourquoi HP dans ce secteur? En fait, le panel a très bien travaillé avant. Généralement, je dois expliquer pas mal de choses et dire qu'en fait, on est sur ce parcours de la cybersécurité aux côtés de l'industrie de la cybersécurité qui se concentre beaucoup sur comment détecter, récupérer, etc. Mais comme le panel l'a bien dit, on se fie de plus en plus à ces objets connectés. Et ces objets connectés ne sont pas uniformes par rapport à la cybersécurité. Nous devons garder notre résilience. Je pense qu'on l'a appris beaucoup dans l'industrie informatique. Pour le bon ou le mauvais, on a nos écosystèmes depuis des décennies. Et c'est là que nous avons appris tous les principes de travailler sur le secure by design, by default, mais aussi la résilience by design. Il nous faut la capacité. Nous savons que les appareils sont attaqués. Nous devons mettre au point des mécanismes qui nous permettent de récupérer à la source et aussi que les professionnels puissent récupérer leurs appareils. C'est quelque chose que l'on a appris, vous savez, depuis l'école, la dure école, et on sait qu'on doit utiliser nos imprimantes dans les entreprises en prenant en compte toutes les menaces. Et il faut aller bien plus loin que tout cela, et on accueille volontiers ce Cyber Resilience Act pour aller plus loin que ce qu'on a déjà appris. Étant donné le champ d'application de HP et votre empreinte, quelle est la situation actuelle d'après vous? Et quelles sont les informations dont vous prenez en compte pour les menaces et les défis futurs auxquels sont soumis vos infrastructures et vos appareils? Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Il y a plusieurs points ici. Il s'agit encore d'un des vecteurs massifs d'attaque de cliquer là où on ne devrait pas. On est toujours tenté, vous savez, on ne peut pas toujours protéger les utilisateurs de ces erreurs. Et il nous faut des manières de contenir, protéger, leur permettre de récupérer de leurs appareils. On voit encore cette menace très présente. Alors, il y a aussi ce qui est upstream. Je pense qu'il faut faire un shift left, un passage vers la gauche pour défendre de mieux en mieux l'utilisation de l'interface du système opérationnel, qu'il s'agisse de la chaîne d'approvisionnement ou du software. Donc, comment nous passer à gauche davantage dans le début de la chaîne? Le panel l'a déjà abordé. Et de la même manière, comme nous travaillons bien au niveau de l'opérationnel, il y a aussi des choses qui vont en dessous de cela. On voit des attaques du hardware et tous nos appareils ne sont pas égaux. Il n'y a pas que des mécanismes de logiciels. Il y a aussi la façon dont les producteurs ont fonctionné pour que la sécurité soit gérable. Vous avez parlé, vous êtes occupé de gestion des IoT depuis des décennies et on n'en est encore qu'au début. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de votre expérience? Quels sont les défis auxquels vous vous attendez? Est-ce que ce sont les réseaux? Et qu'est-ce que vous prenez au niveau du cadre? Vous en avez parlé de façon assez positive. Mais comment percevez-vous ce que l'Union européenne met en place et comment voyez-vous les objets connectés ici? Je pense que l'exemple le plus simple, c'est vraiment l'écran de l'imprimante qui est un appareil qui a une puce, qui a une capacité de calcul avec une capacité d'impression, mais qui est connecté à un réseau. C'est intéressant parce que pendant un long moment, on est allé voir avec des entreprises qui avaient une politique de réseau où ils patchaient leurs ordinateurs, leurs téléphones, etc. Mais évidemment, les imprimantes sont également des appareils en bout de chaîne et on s'en occupait pas. Donc ça, c'est un des points pourquoi on est content du CRA. Attention, vous devez faire attention, ils sont connectés au réseau, ils ont parfois plus de puissance de calcul et ils sont connectés et ils sont sensibles et il faut vraiment y attirer le même type d'attention qu'on donnait pour l'instant aux appareils comme les ordinateurs ou les téléphones. On voit encore des imprimantes se faire hacker, ça arrive moins.
Et maintenant qu'on passe au monde cyberphysique, en monde de production, on voit de plus en plus d'appareils, plus de capacités, plus de surface d'attaque quand on commence à avoir des systèmes cyberphysiques où les actuateurs, c'est un monde différent du monde et les choses peuvent. On peut d'apprendre les dangers et faire attention et tenir et travailler ça très loin en amont. La sécurité est toujours très importante pour les fabricants de logiciels, mais moins pour les fabricants d'appareils, mais c'est en train de changer. HP a été à l'avant-garde dans ce domaine. Est-ce que vous avez un dialogue ouvert avec l'industrie, avec les fabricants? Comment est-ce que vous collaborez avec ces acteurs et dans quelle direction est-ce que vous essayez de pousser l'industrie ou qu'est-ce que vous partagez avec eux? Oui, ce sont des compagnons de route. C'est clairement la cybersécurité, c'est un effort collectif. On fait partie d'un système parce qu'on est des fabricants, on investit beaucoup dans ces appareils connectés, mais on a également une chaîne de valeur, une chaîne de fourniture. On dépend de nos vendeurs de logiciels et donc ils comprennent les mécanismes qu'on installe dans nos appareils pour qu'ils s'en fassent le meilleur utilisé, pour qu'on puisse détecter à l'avant et tirer avantage de ce que et tout le travail, même si on détecte et on modèle pas les attaques. Tout ça sont des choses qui peuvent être intégrées dans l'appareil. Ça a des cycles de vie plus longs parce que c'est pas comme le DevOps où on peut sortir une nouvelle application. Ce sont des cycles de vie qui doivent être tenus en compte. Il y a beaucoup de travail qu'il doit faire pour rassembler tout ça. Voilà. Ça permet la coopération entre les des différents acteurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je reviens à... Roland, cette approche par les standards, ça impose des contraintes aux entreprises, mais est-ce que ça ne permet pas aussi d'aider les utilisateurs à faire les bons choix, justement? On parlait d'éducation des utilisateurs, mais est-ce que ce n'est pas une des meilleures façons d'aborder cette question? La certification, c'est ça qui aide. Oui, en effet. Donc déjà, derrière en fait la certification, il y a, comme j'ai dit, un élément très important qui est vraiment la confiance, qui en général se repose sur les moyens techniques qu'on peut mettre en place pour pouvoir vérifier, évaluer les caractères de conformité sur les exigences qui sont nécessaires à mettre en place sur les produits, process et services. Mais aussi il y a cet aspect de transparence, de visibilité qu'on le voit aussi bien sûr à travers les parties prenantes qui sont accrédités, qui sont reconnus et qui donnent des résultats objectifs. Et finalement, ces lois, cette règle, en fait, ces réglementations qui vont donner une sorte d'engagement. Et tout ça, en fait, la certification devrait transmettre à l'utilisateur, aux consommateurs, aux acheteurs, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc c'est une des raisons pourquoi CyberAct a séparé en fait en 3 niveaux, le niveau basique, substantiel et élevé, entre autres pour pouvoir répondre aux besoins du marché, pour pouvoir aider bien sûr le marché et le consommateur à prendre les bonnes décisions tout en se basant sur ces niveaux, sur le cadre. Donc il y a vraiment un effort encore à faire, et c'est très lié en fait à la partie, à cette marque, à cette prise de conscience, mais en fait à pouvoir exprimer de la bonne manière les éléments, les critères qui ont été évalués, qui sont reflétés par la certification, pour qu'on aide en fait les parties prenantes, le consommateur à prendre les bonnes décisions. Donc c'est voilà. Evangelos, let me ask you a question. Evangelos, je vous pose une question. Comment est-ce que vous pensez que les institutions publiques et privées peuvent coopérer de la meilleure manière possible pour améliorer la résilience de au niveau de l'Europe? Ça, c'est une question clé. Nous ne pouvons pas régler la cybersécurité simplement par les régulations. Le rôle de l'État doit être un rôle de soutien et le secteur privé doit également se gérer ça et d'avoir également rendre des comptes pour ses actions et avoir plus de responsabilités. Donc ça doit être
une coopération adéquate public-privé, le meilleur moyen de le faire, c'est à travers la confiance. Et il y a différents exemples. Donc nous pouvons coopérer au niveau du processus de développement des politiques. J'ai donné quelques exemples avec le domaine de la certification où les acteurs publics et privés peuvent discuter de la définition des différents schémas. On peut clairement échanger beaucoup d'informations sur les menaces, les risques, sur la surface d'attaque et ce qui peut avoir un impact sur les actifs du secteur privé. On a vu beaucoup de travail là dans ce domaine sur beaucoup de capacités qui émergent. L'État possède beaucoup de capacités. Nous savons tous, nous connaissons tous la profondeur des capacités par exemple, de la capacité de l'ANSSI dans le domaine de la défense, par exemple. Donc ça, c'est clairement ce type d'institution peut beaucoup nous aider dans le secteur privé. Et évidemment, nous devrions être en mesure de coopérer ensemble en période de crise. Si quelque chose va pas bien, il faudrait que le secteur privé et le secteur public devraient être en mesure de répondre rapidement. La chose qu'il y a, c'est qu'il y a toujours ces divisions sur le rôle de supervision de l'État. Et si nous, d'une certaine manière, nous évitons si on voudrait souligne le fait que de coopérer, de s'aider entre nous, alors je pense qu'on pourra améliorer la confiance. Je pense que le cybercampus qui est en train d'être développé ici à Paris en France, je pense que c'est une bonne étape d'avenir. Ça montre comment le secteur public et privé peuvent coopérer et à travers cette coopération, pas simplement avec des acteurs majeurs, mais on commence à voir des startups qui émergent, des écosystèmes d'acteurs qui développent beaucoup de savoir et d'expertise. Donc, je pense que dans ce domaine, tout ça, moi, nous soutenons très fort et la Commission, nous soutenons ce genre de projet. N'oublions pas non plus le centre de compétences cybersécurité, qui est une grande inspiration qui peut être un catalyste pour la coopération publique-privée. Mais je pense qu'on peut nous fournir plus d'informations là-dessus. Et je vais vous donner la parole à Lorena. C'est vraiment très intéressant. Il y a eu beaucoup d'accord entre nous, y compris avec Hewlett-Packard, qui fait partie de l'industrie aussi. Je pense qu'on est tous d'accord que les coûts que la société, y compris l'industrie, subit en ce moment sont intenables. Que ce sont des coûts qui ne sont pas uniquement économiques, malheureusement. Et que pour que tout un écosystème soit sûr, il faut que toutes ces parties les soient. En ce moment, il y a énormément d'attaques des supply chains sur la chaîne des valeurs, ce qui veut dire que peu importe qu'on soit une entreprise responsable et on prenne toutes nos mesures en respectant la Nice, par exemple, la directive Nice, le danger peut venir de n'importe quel élément de la chaîne des valeurs. Donc, c'est absolument nécessaire qu'on adresse tous ces éléments. En ce moment, il y a clairement une lacune. Il y a une lacune législative, puisqu'on a des mesures qui sont prises sur les services avec la NIS Directive. On a des mesures législatives sur la sécurité des produits qui ne touchent pas à la cybersécurité ou pas de manière convenable, comme ça serait nécessaire au XXIe siècle. On a un Cyber Security Act qui adresse la confiance pour certains produits très spécifiques et qui est volontaire. Donc il y a une lacune et je pense qu'il est le moment de la remplir. Évidemment, la Commission, avec le Parlement et le Conseil après, nous allons essayer de faire ça d'une manière qui soit proportionnelle et qui soit un soutien à la compétitivité plutôt qu'un problème. Voilà.
Bah, écoutez, je vous remercie. Je pense que ce qu'on entend au FIC, c'est que la prise de conscience, elle était là, mais on commence à apercevoir une direction dans laquelle tous les acteurs peuvent travailler, publics et privés, pour répondre à ces questions. Madame, messieurs, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce panel et de cette séance plénière. Je vous annonce, cet après-midi, nous aurons une plénière thématique sur la responsabilité numérique des entreprises et dans laquelle nous accueillerons la lanceuse d'alerte Francesca Haugen qui nous rejoindra depuis les États-Unis, et puis l'explorateur Christian Clot qui viendra nous parler également. Et enfin, nous aurons le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas. D'ici là et tout au long de la journée, le forum continue avec un programme de table ronde, de conférences dont le détail est disponible sur le site et sur l'application du FIC, et dont certaines sont disponibles en streaming depuis l'application, dont l'Agora du FIC, avec de nombreux parlementaires. Et puis je vous rappelle évidemment, comme vous le voyez sur cette slide, que toutes nos séances sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube InCyber. Encore merci à nos panélistes, merci, et je vous souhaite une excellente journée au FIC avec tout le contenu qui vous attend. Merci beaucoup.